Bonjour à tous, merci de regarder François. Nous sommes avec Livio Coffer à une semaine, un petit peu plus d'une semaine des élections du deuxième tour des présidentielles. Livio Coffer est gilet jaune du canal historique. Il a subi une mauvaise expérience avec les médias de masse, comme ça a pu arriver plusieurs fois pour les gilets jaunes depuis 3 ans. Livio, bonjour. Bonjour à tous. Alors du coup, vous êtes aussi organisateur, vous avez organisé il y a quelques jours un concert de la Liberté, on en reparlera à la fin de cette interview. Voilà, donc là, dans quel contexte avez-vous été interviewé? Je crois que du coup, vous aviez parlé un petit peu sur Emmanuel Macron, ils ont enlevé toute la partie, ils ont juste gardé que vous détestiez Marine Le Pen. Oui, enfin, il n'y a pas lieu de détester Marine Le Pen. Il s'avère que oui, sur les 3 minutes Moi, je d'interview, caricature. oui, voilà, oui, évidemment. Oui. Sur les 3 minutes en fait qui m'ont été accordées d'interview concernant donc ces élections présidentielles, notamment, il en est ressorti 15 secondes, grosso modo, une phrase pour justement ostraciser, enfin en tout cas, en l'occurrence, j'avais tout simplement dénoncé le programme de Marine Le Pen concernant le pouvoir d'achat, puisque c'est des mesurettes et que elle n'a pas respecté vraiment nos fondamentaux, hein, le mieux vivre, ce pourquoi on est descendu ce 17 novembre 2018. Là, en l'occurrence, concernant le pouvoir d'achat, c'était uniquement des diminutions de taxes concernant le fuel, le gaz, l'électricité, mais pas d'augmentation du SMIC, pas d'augmentation des salaires, donc très peu de gains de pouvoir d'achat. Donc si on fait cette émission là aujourd'hui, c'est parce que RMC ne vous donne pas après, ils vous croisent dans la rue, ils font cette interview, mais ils ne vous donnent pas comment est-ce qu'on appelle ça, de droit de réponse. Donc nous, on Alors, en fait, souhaitait, on souhaitait vous donner un droit de réponse parce que ils vous ont interviewé pendant 5 minutes et la majorité était quand même pour rappeler ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron vous avait fait, vous, Gilets jaunes en général. oui. Alors, en l'occurrence, c'était prévu, hein, c'était pas improvisé dans la rue, donc il y a eu un D'accord. rendez-vous. Donc, on s'est donné rendez-vous sur Montpellier. Et là, en l'occurrence, c'était 3 minutes, en fait. 3 minutes, grosso modo, à raison de 6 ou 7 questions. Et il en est ressorti uniquement donc ce morceau de 15 secondes maximum. Donc, une phrase, grosso modo, j'ai eu le temps de dire une phrase. Enfin, en tout cas, ils ont repris seulement dans cette interview qui a duré, oui, a priori 3 minutes. Ils ont repris une phrase de 10 à 15 secondes. Le reportage de RMC fait 1 minute 10 et quelques, quoi. C'est un tout petit reportage diffusé sur RMC et donc qui est beaucoup plus court déjà que juste votre interview à vous. Ils doivent faire du montage. Mais vous, en fait, ce qui se passe, c'est que est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est que vous ne vous êtes pas senti euh, représenté par rapport aux propos que vous vouliez surtout. Vous ne vous retrouvez pas dans les propos qui sont diffusés. C'est ça le truc. Oui, et en l'occurrence, 1 minute pour 2 personnes, puisqu'il y avait aussi une personne, Éléonore Martinelli, hein, de Montpellier, qui œuvre beaucoup dans le social. Elle s'occupe de maraude. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a été entrepris d'une manière très généreuse au sein des mouvements des Gilets jaunes, donc solidarité, hein, fraternité, ensemble. Et donc les deux, entre ces interventions à elle et les miennes, oui, on a eu 1 minute pour même pas 1 minute, oui, grosso modo. Moi, en l'occurrence, ça a duré 15 secondes. Donc l'art et la manière de sortir une phrase de son contexte aussi, voilà, le procédé, et de surtout ne pas dire le reste, puisque durant cette interview, j'ai dénoncé cette politique oligarque de Macron, hein, ses injustices fiscales, sociales, son bilan catastrophique, tout ça a été dénoncé de ma part. Et j'ai aussi mentionné, donc, puisque la question m'a été posée concernant ce vote présidentiel, où je ne savais pas me situer, j'attendais notamment le débat pour prendre la décision, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas pris la décision si j'allais faire barrage à M. Macron en votant Marine Le Pen. Je ne sais toujours pas. Il y a du pour, Vous du auriez contre. préféré, c'est ça que vous auriez préféré que l'on ressente dans le reportage d'RMC. C'est Ah bah oui, cette forcément. indécision. Forcément, puisque là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une sorte, oui, d'instrumentalisation, puisqu'ils ressortent la phrase du contexte. Oui, j'ai dénoncé le programme de Marine Le Pen concernant le pouvoir d'achat, puisque c'est la moindre des choses, c'est quand même dans nos fondamentaux.
concernant donc ce mieux vivre, hein, ces injustices fiscales aussi. On est descendu, tout le monde le sait, c'est pas la peine de les rappeler, pour l'essence. Donc les taxes, c'est vrai qu'on est l'un des pays les plus taxés au monde. Alors je vais pas l'accuser de diminuer les taxes. Bien au contraire, bien sûr qu'il faut diminuer les taxes au sein de notre pays, mais au niveau de l'augmentation des salaires et aussi du SMIC, mais au prorata, on peut les augmenter par un effet mécanique jusqu'à 2 3 000, 4 000 euros, voire. Hein, donc tout le monde serait gagnant. Il n'y a rien du tout de concret dans son programme. C'est ça que j'ai dénoncé concernant Marine Le Pen, et j'ai dénoncé encore bien davantage le bilan catastrophique de ce pseudo-président, quelque part, on va dire président et porte-parole de l'oligarchie financière, puisque je le vois sous cette domination, sous cette appellation, pardon. Et en l'occurrence, voilà, donc j'ai été un peu déçu qu'il aurait été salutaire et judicieux de reprendre tous mes propos concernant les tenants et les aboutissants de ce quinquennat catastrophique, puisque c'est quand même, je rappelle quand même que c'est le seul président dans l'histoire de la République des temps modernes qui a fait descendre une partie de son peuple dans la rue durant quasiment tout un quinquennat. Comment est-ce que donc vous aviez pris rendez-vous avec les journalistes d'RMC? Vous avez encore confiance dans leur manière de parler, dans leur manière de vous interviewer? Comment est-ce que vous verrez ces interviews dans le futur et qu'est-ce qui vous a poussé à avoir encore confiance, à leur donner votre parole? À la journaliste qui travaillait avec RMC, oui, j'avais de la confiance et j'en ai encore. Mais le problème, c'est pas eux, c'est pas les journalistes qui vous posent des questions, puisqu'elle a posé les bonnes questions. Le problème, c'est au niveau du montage. C'est tout au-dessus. C'est au niveau de ça se décide. Donc voilà, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. On sait très bien ce qu'il advient. Donc moi, j'ai mon opinion là-dessus. Mais il s'avère qu'au niveau du montage, donc là, ça concerne la régie, que vraisemblablement qu'ils ont des consignes, hein, tout simplement. Et en l'occurrence, j'appelle tout simplement à respecter les journalistes qui sont sur le terrain, parce que eux, a priori, ils font le job. En tout cas, cette journaliste m'a posé les bonnes questions, n'a pas fait de parti pris, n'a pas eu de parti pris. Elle a exercé sa profession d'une manière très professionnelle, justement, et j'ai pas eu de soucis dans ce cas précis. Après, évidemment, il y a au-dessus des donneurs d'ordre et puis tous ces montages qui sont réalisés. Et là, les journalistes qui sont sur le terrain et qui questionnent les gens ne sont pas incriminés. Donc, j'appelle justement à respecter les journalistes qui se trouvent sur le terrain, puisque ce n'est pas eux qui ont le pouvoir décisionnel, ce n'est pas eux qui décident comment va être fait le montage. Voilà, donc je demande à tout le monde justement de respecter voilà, les gens qui sont sur le terrain et qui, eux, pour la plupart, font leur métier Pour convenablement. résumer, c'est très intéressant. Là, vous dites finalement, vous avez confiance dans les journalistes que vous voyez sur le terrain, mais le problème, il est là-haut. Il a ceux qui reçoivent la vidéo et qui font le montage. Nous, on le voit très bien. Alors, François, on est une beaucoup plus petite équipe, donc on va tout faire quand je filme. Après, je fais le montage et on envoie. C'est moi qui ai la main sur mes trucs, mais à RMC ou dans d'autres chaînes de télévision, ils vont pouvoir envoyer la vidéo et derrière, c'est plus de leur fait. Alors que leur équipe va faire la manipulation et retenir ce qui les intéresse. Exactement. Et donc en fait, finalement, on en revient au même problème, c'est-à-dire qu'il y avait des gilets jaunes et des policiers qui disaient, mais le problème, c'est pas les policiers avec les gilets jaunes, c'est l'administration qui donne l'ordre. Et ensuite, les policiers ne peuvent rien faire. Donc en fait, il faudrait que les policiers et les journalistes deviennent gilets jaunes alors. C'est ça. Ouais. Oui, mais quand bien même il y a eu, hein, bien sûr qu'il y a des journalistes qui sont gilets jaunes, comme il y a eu aussi au début de ce mouvement contestataire des policiers qui étaient gilets jaunes. J'en veux pour preuve, à Montpellier, il y avait un policier qui était en civil, bien sûr, du coup, qui n'était pas en tenue et qui ne travaillait pas, qui était présent sur le rond-point justement d'Éléonore Martinelli, qui était avec moi, interviewé par cette journaliste, et qui était gilet jaune dans le cœur. Et il y en a encore, hein. Il y a bien sûr qu'il y a aussi des policiers qui sont gilets jaunes dans le cœur. Après, bon, ça n'enlève pas qu'il y en ait d'autres aussi qui ont fait le travail d'une manière moins professionnelle, qui ont abusé, qui ont joué les cow-boys, hein, cette expression qui est assez diffus. Là, en l'occurrence, c'est un peu comme une guerre. Hein, vous savez, il y a au niveau d'une guerre des belligérants
qui participent à une guerre, vous avez les militaires qui obéissent aux ordres et aussi certains d'entre eux qui ont été au-delà des ordres et qui ont fait du n'importe quoi aussi. Hein. On a vu ça durant la dernière guerre mondiale. Une catégorie de militaires des nazis qui ont fait des charniers, qui ont massacré gratuitement des civils. Bon, dans un autre contexte, oui, on ne va pas comparer, ce n'est pas du tout la même chose. Mais voilà, c'est les donneurs d'ordre et quelque part, moi j'ai toujours dit qu'il fallait plutôt s'en prendre à ceux qui sont tout en haut, hein, en l'occurrence. Bon, il y a des procès qui sont en cours, on va voir, hein, au tribunal international, mais c'est vrai que sur Castaner, qui est quelque part qui est concerné, hein, par ça. Alors, on ne sait pas s'il a donné carte blanche, on ne le sait pas, on va le savoir. Hein. La justice, j'espère, œuvrera pour qu'on apprenne la vérité. Bien souvent, on le sait très bien, ça vient d'en haut, c'est pyramidal et c'est les donneurs d'ordre qui laissent faire ou qui sont conciliants. Puisque moi, je m'en rappelle très bien de la présence justement de M. Castaner dans une école primaire avec des enfants et qui expliquait à ces enfants au tableau où on pouvait tirer des balles de LBD à des enfants. C'était scandaleux quand même. Des enfants, voilà, je pense qu'à cet âge-là, on a une certaine forme de sensibilité à fleur de peau et aller expliquer dans une école où les forces de l'ordre avaient le droit de tirer par LBD, surtout dans ce contexte-là, puisqu'on était en plein mouvement Gilets jaunes, c'est totalement scandaleux. Le LBD, il faut rappeler que c'est pour les forces de l'ordre le moyen de tirer sur des manifestants pour les repousser sans tuer. C'est des balles qui ne tuent pas, mais c'est ce qui a fait que certains ont perdu des yeux, ont eu des gros problèmes aux jambes et ce genre de... Voilà, n'importe où, ça peut faire extrêmement mal, casser des côtes ou n'importe où. Et il y a des pays, on voit, où il est interdit. En Europe, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'autorisent. Hein. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, des mains, voire une main même. Donc voilà. Donc là aussi, c'est encore un sujet à polémique. Mais il faudrait peut-être se pencher sur la question avec tout au moins déjà moins de force d'impact aussi. Essayer de faire en sorte que ça ne crève pas les yeux et pareil pour les GLF4, que ça ne mutile pas. Donc on est en 2022, je pense qu'avec des outils moins violents, qui peuvent moins faire de ravages, on peut très bien se débrouiller à organiser les forces de l'ordre de cette manière. Bon, après, c'est un autre sujet, hein, c'est vrai. Bien sûr. Donc revenons aux élections. Donc votre point pour l'instant, c'est que justement vous faites partie de ces gilets jaunes indécis pour le vote qui aura lieu. Donc on enregistre vendredi, je pense que la vidéo sera diffusée à peu près le même jour là. On est le vendredi 15 avril. Et donc voilà, donc c'est le point que vous vouliez faire ressortir à RMC, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont indécis, qui ne veulent pas voter. Est-ce qu'il y a une peur de division aussi chez certains gilets jaunes d'aller voter Marine Le Pen? Alors, il y a aussi, c'est un sujet à discorde et malheureusement qui peut participer à une certaine forme de division, mais bon, on est habitué à ça. Après, la division, quelque part, elle est structurelle. Hein. Moi, je l'ai analysée de manière sociologique. Les partis politiques, les syndicats, tout concourt à la division à travers nos sensibilités, nos idéologies. Voilà, donc un peuple uni ne peut que gagner. Et c'est vrai que c'est structurel, malheureusement structurel. Alors moi, j'ai fait beaucoup de pédagogie justement pour faire en sorte que on puisse accepter nos différences, qu'on n'ait pas les mêmes sensibilités idéologiques, extrême gauche, extrême droite, du centre, écolo. Et c'est vrai que tout ça nous divise quelque part, malheureusement. Et là, j'ai bien peur que là aussi, sur ce sujet, concernant une partie des gens qui sont dans ce mouvement contestataire, comme hors contestataire, on puisse se diviser avec les pros Marine Le Pen ou les anti, peu importe, une partie de la population qui va faire barrage à Macron, qui va voter Le Pen, et une autre partie de la population qui ne veut ni Macron ni Le Pen. Alors c'est très délicat, c'est très compliqué, parce que là, bah, évidemment, c'est sujet à division,
forcément. Donc moi, j'ai pris mes responsabilités durant cette interview avec cette journaliste. Je me suis tout simplement fondé sur nos fondamentaux, le pouvoir d'achat, le mieux vivre, puisque dans un pays où on a 10 millions de pauvres et une classe moyenne aussi qui se paupérise progressivement et inéluctablement, puisqu'on est l'un des pays les plus taxés au monde, que les salaires n'augmentent pas, et encore moins le SMIC. Donc, tout ça concourt au fait que j'ai pris mes responsabilités, j'ai regardé, j'ai feuilleté le programme de Marine Le Pen et j'ai constaté que à ce niveau-là, à part la diminution des taxes concernant le fioul, l'électricité et le gaz, il n'y avait rien de concret. Et aussi, j'avais oublié la suppression de la taxe audiovisuelle, mais c'est le même cas pour Macron. Hein. Ils sont tous les deux sur le même ordre, le même programme au niveau de ce que je viens de dire. Donc, oui, puisque M. Macron n'augmentera pas les salaires, forcément, là aussi. Donc, par contre, c'est vrai qu'elle, contrairement à lui, elle va diminuer les taxes, mais c'est une mesurette. Et puis là aussi, pour savoir combien, si on retrouve le prix de l'essence à 1,40 par exemple, je n'appelle pas ça une augmentation du pouvoir d'achat, j'appelle ça tout simplement revenir un peu au niveau du raisonnable, on va dire, ce qu'on a connu des années passées. Donc, cette diminution des taxes, oui, probablement qu'elle aura lieu si elle serait au pouvoir. Mais là aussi, c'est une mesurette, c'est rien du tout, ça ne va pas changer votre ordinaire. Voilà, on a un problème, c'est dans ce pays, c'est les taxes, bien sûr, les retraites qui sont faibles et les salaires. Voilà, qu'on s'occupe déjà de ça. Et on arrivera déjà à juguler aussi pas mal de problèmes. On a aussi les besoins primaires qui sont chers, dus à travers les taxes, bien sûr, la TVA, la fameuse TVA sur les produits alimentaires. Là, en l'occurrence, ils sont en train d'exploser et on n'entend pas beaucoup ni M. Macron ni Mme Le Pen à ce sujet. Voilà, donc ces besoins primaires, le logement qui est très cher en France dans les grandes agglomérations, qui concerne quasiment le quart d'un budget d'un salarié, hein, quelque part smicard par exemple. Voilà, tous ces besoins primaires qui sont très onéreux, qui coûtent beaucoup d'argent en France pour le concitoyen, fait qu'on a eu ce mouvement Gilets jaunes, tout simplement, hein, de 2 à 3 millions, voire plus, de citoyens qui sont descendus dans la rue. Tout à fait. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'avais dit aussi durant l'interview, mais ils ont coupé ce morceau-là. Ça, ils auraient pu le mettre. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas mis. C'est que si Marine Le Pen n'arrive pas à accéder au pouvoir, elle devra s'en vouloir qu'à elle-même. Puisque je pense que si elle avait mis le paquet sur le pouvoir d'achat ou prendre des mesures aussi pour diminuer cette paupérisation galopante, puisqu'on a 10 millions de pauvres, encore une fois, dans ce pays, si elle avait pris des mesures vraiment fortes à ce sujet, je pense qu'elle aurait eu un électorat supplémentaire. Donc, merci d'avoir pris le temps il vivra, de verra. témoigner. Merci d'avoir pris le temps de témoigner, Livio Coffer. Merci, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cet événement que vous avez organisé il y a quelques semaines à Montpellier? C'était le concert de la Liberté, c'était le premier gala avec tous ces artistes. On a fait un petit article dessus. Je remercie d'ailleurs François, que je n'ai pas hésité aussi à remercier durant mon discours sur la place de la Comédie concernant cet événement, oui, un événement culturel, artistique qui s'intitulait Montpellier chante la liberté et la paix. Et donc là aussi, ça a été sujet à polémique avec une instrumentalisation d'un média qui a détourné le discours, puisque en gros, c'était de marquer le coup. On peut donner son nom, hein, c'était le Métropolitain qui Voilà. vous avez Ouais. été dégoûté encore une fois. Beaucoup d'affaires avec les médias. Hein. Oui, voilà. Et surtout pour Francis Lalanne, c'est-à-dire que là, lui-même a été très étonné de ce qui a été dit à son sujet concernant donc cette problématique de guerre. Alors c'est vrai que quelque part, bien sûr, que tout le monde est solidaire avec les réfugiés, comme de partout dans le monde, bien sûr. Mais après, j'avais mis en exergue le fait que, et je lui dis dans le discours, que les artistes notamment, et cet événement n'était pas là pour faire de la politique, en l'occurrence de la géopolitique, que les artistes étaient là pour chanter, pour marquer le coup de cette suspension du pass vaccinal, qui reste qu'une suspension, on est bien d'accord, et aussi quelque part de prôner la paix, bien sûr, puisqu'on est tous désireux de la
paix, bien sûr, on est tous d'accord à ce sujet. Voilà, mais il n'y avait pas lieu de faire de la géopolitique, en l'occurrence. Et évidemment, vous avez toujours cette instrumentalisation. Alors, comme j'ai dit, à ce sujet, j'ai remercié François. D'ailleurs, une grande ovation sur la place de la Comédie quand j'ai remercié François. Là, vous avez la cote. Vous avez la cote parce que là, on était en face de tout un parterre de citoyens. Il y avait bien sûr des gens dans ce mouvement contestataire, mais aussi des citoyens lambda qui sont venus pour quelque part avoir du plaisir, de l'émotion et de l'amour à travers la musique, hein, puisque la musique est universelle. Et là, ça m'a fait chaud au cœur et Ça nous touche bravo à beaucoup. vous. Ça Ouais. nous touche beaucoup. Mais nous, on essaie seulement de. Déjà, effectivement, on a la chance que, voilà, sans vouloir faire le pro-patron, on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut gérer un média et nous laisser la liberté, en tout cas, en tant que journaliste, je comprends très bien comment, pour revenir au sujet de base, comment des journalistes comme RMC peuvent en arriver à ça, parce qu'on envoie juste la vidéo et on perd la main sur notre projet. C'est-à-dire que c'est comme. euh, on disait au moment, au 19e siècle, qu'on enlevait à l'ouvrier qui venait travailler à l'usine, on le dépossédait du fruit de son travail. Là, c'est pareil pour le journaliste de terrain qui est dépossédé de ce qu'il voit sur le terrain. C'est vrai que c'est important de le dire pour les gens qui ne connaissent pas forcément tous les tenants et aboutissants du journalisme. C'est nous, on en fait de la manipulation. Même là, pour mettre cette vidéo sur les réseaux, on va faire une version de 9 minutes où je vais devoir couper des choses pour que ça rentre dans un cadre de 10 minutes, ce qui nous est demandé par les réseaux sociaux. Mais quand on fait du montage, même moi sur les manifestations, je parle pendant 10 minutes à des gens et puis après je ne mets qu'une minute. C'est normal. Ça arrive, ça m'est C'est arrivé normal. à l'IHU avec même Mathieu Million, qui était voilà, le chef du service d'infectiologie de l'IHU avec Didier Raoult, et où on garde qu'une minute ou même pas. Donc en fait, on fait de la manipulation dans tous les cas. Ce qui est important, c'est que l'invité ou celui à qui on donne la parole ne se sente pas lésé ou en tout cas qu'il se sente reconnu dans ses propos, qu'il se dise ah oui, effectivement, c'est ça. Et nous, c'est vrai qu'on a la chance de ça. À chaque fois qu'on fait des reportages, les gens nous disent merci, je me reconnais dans ce qui a été dit. Sans vouloir faire, mais c'est juste qu'on a la liberté de pouvoir le faire, on a l'honnêteté de pouvoir le faire. Exactement, tout a été dit. Exactement, c'est un équilibre à respecter, tout simplement. Ne pas faire comme j'ai cité précédemment, une interview de 3 minutes et de mettre juste 10 secondes de temps de parole, quoi. Voilà, c'est une question d'équilibre, c'est vrai. Mais je te rejoins. Exactement. Je vous rejoins, pardon. Je vous rejoins. On reprendra des nouvelles après les élections voilà, pour reparler des Gilets jaunes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, du vieux Avec Quimper. plaisir. Et n'hésitez pas à partager. Ça, c'est une guerre de communication quelque part. Et là, qu'on a un média indépendant qui ne fait que retracer l'information, parce que c'est ça le métier de journaliste. On doit, sans trop de parti pris, dire la vérité, annoncer l'information telle quelle et ne pas la déformer. Alors, j'invite tout le monde à partager les posts, les vidéos, les lives de François, puisqu'on n'a pas beaucoup de médias vraiment indépendants. Donc, je vous remercie à vous et à ce média de dire la vérité, tout simplement la vérité. Ça nous fait chaud au cœur. Merci encore, Olivier. À bientôt. Merci à tous.